Bonjour à toutes et à tous. Faire face au comportement fautif d'un collaborateur, voilà le thème de la séance du jour. Bienvenue donc dans cette vidéo qui va nous permettre de parler du comportement fautif du salarié. Voici l'objectif de cette séance, connaître les règles liées au pouvoir de direction et au pouvoir de sanction de l'employeur, comprendre la marge de manœuvre dont dispose le manager et enfin être conscient des limites posées par la procédure s'agissant donc de la sanction de ces faits fautifs. De quoi allons-nous parler dans cette séance? Eh bien tout d'abord du fait fautif, comment peut-on caractériser le fait fautif d'un salarié, ensuite quelles sont les éventuelles sanctions possibles et enfin un troisième point sur la procédure à respecter en matière de sanctions disciplinaires. Alors bien sûr le cas de Fred tout d'abord, Fred qui est face à un gros problème aujourd'hui, un de ses collaborateurs ne s'est pas présenté, ça fait une semaine qu'on l'attend, il devait rentrer de vacances lundi dernier et il n'a pas donné signe de vie depuis, donc Fred ne sait pas comment faire. Est-ce que ce collaborateur est fautif? Est-ce qu'on peut considérer qu'il a démissionné? Enfin bref, quelle est la marge de manœuvre de Fred par rapport à cette situation? Alors voyons tout d'abord la notion de fait fautif. Qu'est-ce qu'un fait fautif? Eh bien, il n'y a pas vraiment de définition précise sur le sujet. Voilà ce que dit le Code du travail et étayé par la jurisprudence. Alors, un fait fautif, c'est un comportement qui ne correspond pas à l'exécution normale et loyale de la relation contractuelle. Quelques exemples de faits fautifs: un abandon de poste, une concurrence déloyale, le non-respect des consignes d'hygiène et de sécurité, par exemple. Alors, quels sont les degrés d'appréciation de la faute? La faute peut être légère, elle peut aussi être sérieuse, elle peut être grave ou elle peut être encore lourde. La différence qu'il y a entre la faute grave et la faute lourde, c'est que la faute lourde, qui est au sommet de la hiérarchie des fautes qu'on peut reprocher à un salarié, elle est caractérisée par l'intention de nuire, la volonté délibérée de la part du salarié de causer un préjudice à l'employeur. Alors que la faute grave, c'est une faute qui est un cran en dessous et qui se caractérise par le fait qu'on ne peut plus garder le salarié sur son poste de travail. Alors voyons les sanctions possibles tout d'abord. Quels sont les fondamentaux tout d'abord à connaître sur la sanction? Alors il y a 5 règles de base que vous devez avoir en tête si vous pensez sanctionner un salarié. Première règle de base, la sanction à laquelle vous pensez doit être prévue dans le règlement intérieur. Deuxièmement, la sanction doit être proportionnelle à la faute commise. Troisièmement, on ne peut pas sanctionner 2 fois une même faute. Quatrièmement, les sanctions pécuniaires sont interdites. Et enfin, une sanction ne peut être prise qu'après le respect d'une procédure disciplinaire. Quelles sont les sanctions possibles? Autrement dit, quelles sont les sanctions qu'on peut prononcer à l'encontre d'un salarié? Elles sont en principe prévues par le règlement intérieur, comme je vous le disais. Et voilà donc l'essentiel des sanctions qu'on peut rencontrer au quotidien. Le blâme ou l'avertissement, la mise à pied disciplinaire, la rétrogradation, la mutation ou encore, bien sûr, le licenciement. Et encore, le licenciement pourra avoir différents degrés. Licenciement pour faute sérieuse, licenciement pour faute grave et licenciement pour faute lourde. Alors justement, pour le licenciement, tout dépend de la faute commise par le salarié, mais voilà les différents degrés que pourra prendre le licenciement. La différence entre ces 3 définitions, ces 3 caractères du licenciement, c'est que lorsqu'il y a faute réelle et sérieuse, le salarié a droit à toutes les indemnités légales et conventionnelles qui lui sont dues, également le préavis par exemple qui doit être effectué. Par contre, lorsqu'il y a faute grave, eh bien, il peut s'agir d'un licenciement, entre parenthèses, sec, c'est-à-dire sans préavis ni indemnité de licenciement. Seuls les congés payés restent dus au salarié. S'il lui restait des congés à prendre avant son départ, eh bien, ils lui seront payés par l'employeur. En cas de licenciement pour faute lourde, là comme il y a l'intention de nuire et le préjudice subi par l'employeur, la loi part du principe que l'employeur peut ne pas payer le préavis au salarié, donc c'est également un licenciement sec du jour au lendemain, mais l'employeur ne lui doit
aucune indemnité. Les congés payés également peuvent être, entre parenthèses, sucrés par l'employeur lorsque le licenciement est prononcé pour une raison de faute lourde. Y a-t-il des sanctions interdites? Oui, bien sûr, il y a des sanctions interdites. Il s'agit tout d'abord des sanctions pécuniaires qui ne peuvent jamais être prononcées à l'encontre d'un salarié. Attention également aux sanctions discriminatoires. Attention, il est interdit également de prononcer des sanctions à l'encontre de salariés victimes de harcèlement ou à l'encontre des témoins qui relatent de ce type d'agissement. Enfin, il est interdit également de sanctionner un salarié qui a légitimement qui a exercé son droit de grève. Et enfin, il est interdit également de sanctionner un salarié qui a valablement utilisé son droit de retrait en cas de situation grave et imminente. Alors un mot sur la procédure maintenant. Alors la procédure, évidemment, en principe, c'est pas le manager qui va la faire valoir ou la respecter. Ça va être plutôt le service RH ou les juristes. Mais enfin, il y a quand même des points que vous êtes tenus de connaître. Et tout d'abord, les délais pour agir. Quels sont les délais pour agir? Eh bien, 2 mois maximum après la connaissance du fait fautif. Dès lors que vous avez connaissance du fait fautif, il faut en principe agir le plus rapidement possible, mais vous avez donc un délai de 2 mois pour cela. Alors, quelles sont les étapes de la procédure disciplinaire? Il y en a 3. Première étape, c'est la convocation du salarié à un entretien préalable, au cours duquel il va pouvoir exprimer les raisons, à la limite, qui sont liées au fait qu'on lui reproche. Deuxième étape, c'est la tenue de l'entretien lui-même. Troisième étape, la notification de la sanction, avec bien sûr des délais qui sont liés à cette procédure et qu'il s'agit de respecter à la lettre sous peine de risquer un licenciement irrégulier. Alors, entre la réception de la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable et la tenue de l'entretien, il faut un délai au minimum de 5 jours ouvrables. Ouvrable, ça veut dire qu'on tient compte du samedi. Donc, 5 jours ouvrables entre la réception du courrier et l'entretien. Et après l'entretien, entre l'entretien et la notification de la sanction, là encore, la loi fixe un délai minimum de 2 jours ouvrables, et un délai maximum de 1 mois entre donc la tenue de l'entretien et le prononcé de la sanction, 1 mois maximum. Alors, un mot sur la mise à pied conservatoire. Il est possible d'exclure immédiatement le salarié de son poste de travail si vous l'estimez nécessaire. Et notamment lorsque les faits qu'on reproche au salarié sont d'une particulière gravité. Le salarié peut donc, dans ce cas-là, être dispensé de l'exécution de son contrat. Il ne sera pas rémunéré pendant cette période, parce que pendant cette période, vous allez entreprendre, ou le service RH va entreprendre la procédure disciplinaire, et il ne sera pas rémunéré, donc, dès lors qu'à l'issue de la procédure, on notifie un licenciement pour faute grave ou lourde. Mais enfin, en général, lorsqu'on prononce une mise à pied conservatoire, c'est qu'il est impossible de garder le salarié en fonction des faits qu'on lui reproche et qui doivent être, bien sûr, dans ce cas-là, gravissimes. Un salarié peut-il refuser une sanction? Alors, oui, si la sanction entraîne modification de son contrat. Par exemple, une sanction du type mutation ou du type rétrogradation. Alors, dans ce cas, effectivement, si la sanction correspond à une modification de son contrat, le salarié est en droit de la refuser. Ou alors, il faut qu'il l'ait expressément accepté pour que cette sanction soit valable. S'il refuse cette sanction qui emporte modification de son contrat, eh bien, il suffira à l'employeur de prononcer une autre sanction en lieu et place de cette sanction modification. Quid des salariés protégés, donc des salariés qui ont un mandat représentatif, délégués du personnel, membres du CHSCT, délégués syndicaux. Alors pour eux, lorsque la sanction disciplinaire est un licenciement, quel que soit le degré, licenciement pour faute sérieuse, faute grave ou faute lourde, eh bien, il faut au préalable obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir licencier. Si la sanction comporte une modification de son contrat du type mutation ou bien rétrogradation, elle ne pourra pas lui être imposée, il faudra absolument son accord, mais ça c'est comme pour n'importe quel autre salarié. Et enfin, pour toutes les autres sanctions, avertissement, blâme ou mise à pied, elles n'emportent pas modification du contrat, elles n'entraînent pas la fin du contrat non plus, donc dans ce cas-là, elles pourront parfaitement être imposées aux salariés, dès lors qu'elles sont évidemment liées à des faits objectifs, à des fautes commises par le salarié et qui n'ont rien à voir avec son mandat.
Alors comment répondre à Fred? Eh bien tout simplement, le salarié qui ne se présente pas sur son lieu de travail sans donner de justification, il est en faute. Évidemment, puisque tout salarié doit justifier son absence dans le délai, le plus rapidement possible, en principe dans les 24 heures, et doit envoyer à l'employeur un justificatif dans les 48 heures. Ce salarié ne l'a pas fait. Ça fait donc une semaine qu'il est absent sans justificatif. L'employeur, et Fred peut donc considérer que le salarié est en faute, mais alors attention, avant de le convoquer à un entretien préalable, encore faut-il envoyer à ce salarié un courrier de mise en demeure pour lui demander de bien vouloir expliquer la raison de son absence et lui demander de reprendre son poste. Et lui donner donc un délai pour répondre, un délai rapide pour répondre. En l'absence de réponse du salarié ou en l'absence de réponse satisfaisante, l'employeur pourra envoyer le courrier de convocation à l'entretien préalable et donc démarrer de ce fait la procédure. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette séance. Les points de vigilance pour terminer. Tout d'abord, attention aux faits objectifs qui sont à reprocher au salarié. Ces faits doivent bien sûr être démontrés par l'employeur. Attention au délai de procédure, les fameux 5 jours, les 2 jours minimum, etc. Attention au délai de 2 mois avant de commencer la procédure et attention le plus tôt quand même et le mieux. Attention aussi à la proportionnalité entre la faute commise et sa sanction. Et enfin, attention à bien réagir à froid et non pas dans l'émotion qui peut être suscitée par la faute commise par le salarié. Voilà, fin de cette séquence, à très très vite. Regardez bien les références utiles sur la diapo suivante et je vous dis donc à très bientôt pour une autre séance.